Eh bien, bonjour. Nous allons tenter de respecter, nous aussi, le temps qui nous est donné pour cette table ronde au sujet multiforme s'il en est et aux ramifications bien plus étendues qu'il n'y paraît, qui envoie aussi des signaux sur l'évolution même des musées, à mon sens en tout cas. Donc, pour aborder cette question centrale des partenaires des politiques muséales et donc du développement des musées à travers ces partenariats. Deux intervenants au cœur même de nos partenaires. Sophie Cazé, conseillère municipale déléguée à la culture, au patrimoine et à l'audiovisuel de la ville d'Issoudun, que nous rejoignons en audio, si je ne me trompe pas, qui est aussi représentante de l'Association des maires de France. Et puis Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France. Nous avons donc un petit peu moins d'une heure pour aborder un très vaste sujet. Je vois qu'il y a... Oui. Et je commencerai donc, si vous le voulez bien, Hilaire et Sophie, par une question introductive large, aux réponses multiples. Quels sont pour vous les différents partenaires qui peuvent et devraient aider et permettre à nos musées d'accéder à l'évolution, voire à la métamorphose souhaitable, dans un contexte de profonde transformation institutionnelle, économique, sociétale et mondiale. En même temps, comment, à l'endroit où vous êtes vous-même, vous pouvez accompagner ces mutations. Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci à l'Association générale des conservateurs des collections publiques de France. Je représente aussi l'association NEDRAC, puisque notre président Laurent Roturier a été retenu à Sète par le congrès de la Fédération nationale des directeurs des affaires culturelles. Et vous savez combien nous, services de l'État déconcentrés, avons à renforcer notre dialogue avec l'ensemble des partenaires publics et notamment des collectivités territoriales. J'ai combien de temps, Madame la Présidente, pour faire la dissertation ? 2 points d'abord pour dire le rôle de l'État et les services déconcentrés. Je crois que toutes et tous, en tant que conservatrices et conservateurs, vous connaissez l'importance de nos missions, à travers notamment le rôle de garant des textes et de la réglementation. Nous le faisons évidemment en lien avec le service des musées de France, avec la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, et à travers le réseau des conseillers musées. Jacques Sallois nous rappelait hier au Louvre-Lens combien, dans les années 80, alors qu'il y avait ce désir de musée qui se manifestait, nous partions de très loin, et le maillage des conseillers musées avait été installé, renforcé, et désormais, même s'ils ont une importante charge de travail que l'on mesure, ils sont les interlocuteurs, et nous sommes en appui, notamment à travers les pôles patrimoine. Je reviendrai sur ces questions de rapprochement et de mutualisation. Donc l'État est un garant. L'État est aussi un ensemblier. Le ministère de la Culture, tel qu'il a été pensé par André Malraux, a différentes missions. Il évolue. Notre ministre a rappelé l'enjeu de la jeunesse, l'enjeu de l'éducation artistique et culturelle. Et nous avons un rôle d'ensemblier, c'est-à-dire de faire croiser les politiques publiques. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation, et je vais répondre à la question, avec la présentation, pôle collection, pôle public, pôle administratif. C'est-à-dire qu'un musée, c'est un ensemble. Et la loi musée dit bien cela, dit bien ce rapport au public. Sans public et sans collection, il n'y a pas de musée de France. Et de ce fait, ce rôle d'ensemblier, ça signifie de faire que les regards sur un territoire, Pierre Pénicaud nous a présenté les enjeux qui se posaient actuellement, l'extrême hétérogénéité en réalité par rapport à la loi MAPTAM, à la loi NOTRe, aux questions de réorganisation. Eh bien, ce rôle de l'État, c'est un rôle en surplomb qui me permet, ici en Hauts-de-France, comme mes collègues, d'avoir une vue en lien avec les élus, avec les techniciens des territoires, sur une stratégie territoriale, sur une stratégie des publics et sur une stratégie dans des territoires très divers, avec parfois des poches de pauvreté, parfois des lieux ancrés dans la durée. Et donc cette vision, elle permet de croiser à l'échelle d'un territoire, d'un EPCI, d'une ville, d'une métropole, d'un territoire rural, la stratégie des élus qu'ils portent pour leur territoire, dans laquelle, évidemment, les musées de France ont un rôle. Je pense au lien à l'industrie, un lien à la mémoire industrielle dans ce territoire. Comment ne pas penser au bassin minier, à l'Eward, comment ne pas penser à l'écomusée de Trélon, comment ne pas penser à cet enjeu par rapport au patrimoine
et à l'histoire même des populations, voire même l'histoire des élus. Il m'arrive, dans mes nombreux déplacements dans cette région, je suis à 27 000 km là, en 2 ans, je fais la course avec le vice-président à la région. Et donc, c'est très frappant de voir que cette histoire, elle est portée, y compris par les élus, qui sont eux-mêmes fils, petits-fils, qui de mineurs, qui d'acteurs de cette destinée industrielle de la région Hauts-de-France. Donc vous voyez ce regard transversal, ce rôle d'ensemblier dans les comités techniques, les comités de suivi, et j'intégrerai aussi le lien avec nos outils de contractualisation. Les contrats culture-ruralité, l'été culturel, qui permet, un certain nombre d'entre vous y ont participé, d'avoir un lien avec les actions que nous conduisons depuis 2020 au plus près des territoires, avec des équipes artistiques, quel que soit le champ disciplinaire. Et beaucoup de musées de France ont participé à ces projets. Et puis l'État, enfin, l'État devrait être un stratège, c'est-à-dire voir à 15 ans. Et ça, je reviens à la question, c'est-à-dire que effectivement, nous sommes des garants, nous sommes des ensembliers, et on doit se projeter dans une évolution. On a parlé du numérique, de l'éco-responsabilité, qui a été posée au cœur, ici même, dans la métropole de Lille, par Madame le maire, sur la question de faire converger nos enjeux patrimoniaux, les missions pour lesquelles vous êtes toutes et tous engagés dans les musées de France, et la question des déplacements de collection, des déplacements de public, de la construction des modèles d'exposition, du traitement des matériaux, du recyclage des matériaux. Et évidemment, tous les services de l'État sont mobilisés, cela a été rappelé par la ministre, donc cet enjeu, comme celui du numérique, la société des écrans telle qu'elle a été étudiée par Paul Thibault, elle nous envahit, comment on revient à l'œuvre et comment on met en même temps l'objet d'art, l'œuvre, au cœur de la mission qui est celle des musées de France, et en même temps comment on utilise l'outil numérique pour la visite. Donc pour répondre à votre question, les partenaires, je crois qu'il y a l'État, il y a les partenaires publics, et puis il y a les évolutions de la société. Je pense qu'on ne peut pas penser les institutions culturelles sans voir qu'aujourd'hui, il y a des questions de fracture générationnelle. Ça se pose dans le spectacle vivant, dans le domaine de l'opéra, du symphonique, avec une question de renouvellement des publics. Ça se pose tout autant, et beaucoup a été fait d'ores et déjà par les services des publics des différents musées de France, à travers les choix, les parcours de visite qui sont offerts de manière générationnelle. Et puis, il y a la question du rapport au territoire et aux autres acteurs culturels du territoire. Ce sont les dynamiques locales sur lesquelles on peut avoir un regard large. Quand on travaille dans une métropole, un musée a vocation à travailler, le cas échéant, avec un opéra, avec un orchestre, avec un centre d'art. Et ces métissages, ces croisements font une politique culturelle, construisent une stratégie culturelle. Et j'inclus enfin, et c'est un élément important, et on a évoqué le mécénat, la loi Lagombe 2003, c'est un enjeu fondamental, ce sont les donateurs, les acteurs privés, ceux et ceux qui soutiennent, enrichissent les collections. Et je pense que cette culture du lien entre le donateur, le mécène et l'acteur public, elle est au cœur des questionnements aujourd'hui fiscaux, budgétaires, et elle se doit sans doute d'être pensée à toute petite maille également. On peut travailler avec des levées de dons, comme ça a été le fait, y compris dans des territoires où il y a des entrepreneurs, où il y a des institutions bancaires, où il y a des mécènes qui sont partie prenante. Donc voilà, je pense, les acteurs, vus de la fenêtre de directeur régional des affaires culturelles, qui sont partie prenante. Merci beaucoup, Ida Milton. Est-ce que Madame Cazé nous a rejoint? C'est bon, hein? Elle nous entend? Très bien. En image fixe, cependant. Madame Cazé, bonjour, nous entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Parfaitement. De façon intermittente. Très bien. Alors, dans ce cas-là, je vous suggère d'enlever votre caméra pour... je ne vous entends plus. On risque d'avoir des dialogues Internet. Pouvez-vous couper votre caméra? Je peux? Oui, couper la caméra pour privilégier le son. Je ne vous entends pas. Couper la caméra? Oui, absolument. Voilà. Donc, nous entendez-vous? Un peu mieux? Oui, je vous entends. Oui, un peu mieux.
Allez-y, je vous en prie. J'espère que vous avez pu entendre cette première partie de la table ronde. Je n'ai pas entendu la première partie, mais je vous fais confiance, donc je vais expliquer pourquoi ce partenariat avec l'Association des maires de France, qui a dû passer inaperçu de beaucoup, puisque donc ce partenariat date de 2020. Pourquoi ce partenariat? Parce que l'Association des maires de France est très proche des musées, de la politique muséale, puisque donc dans les 1216 musées de l'appel Musée de France, 80% relèvent des collectivités territoriales. Donc l'association des maires de France est extrêmement attentive au développement des musées et à ces problèmes, les problèmes issus de la crise sanitaire et les problèmes qui arrivent maintenant avec la crise énergétique et la crise écologique. Donc, effectivement, nous sommes dans l'attente d'une réflexion face à ces crises et face à l'urgence climatique, notamment sur le numérique. Je dois dire que la table ronde précédente était très instructive sur le rôle des chercheurs et la façon dont ils sont en quelque sorte coupés d'une réalité sur le terrain. Ceci dit, nous avons des problématiques immédiates au-delà du numérique sur les conséquences de la crise sanitaire. Si le public culturel activé revient peu à peu dans les musées, les publics empêchés ne sont pas encore revenus, ce qui met en cause toute une politique développée depuis plus de 10 ans, 15 ans, et qui nous alerte sur le rôle des musées, sur son rôle social, de lien social avec tous les publics. Le musée est un lieu d'ancrage par rapport à l'histoire d'un territoire, par rapport à la citoyenneté, et les politiques culturelles sont efficaces grâce à un réseau de partenaires culturels ou autres sur un territoire. Donc, nous sommes extrêmement attentifs à ce que les musées soient ouverts de manière massive, large, vers tous les publics. À ce titre, nous sommes aussi attentifs et inquiets sur la politique de l'éducation à l'art et à la culture par le ministère de l'Enseignement. Et nous souhaiterions que ce ministère se rapproche beaucoup plus du ministère des Affaires culturelles pour être plus efficace jusque dans les territoires les plus éloignés, jusque dans les petites communes. Nous sommes très attentifs à essayer de préserver des moyens financiers pour continuer à développer les musées, à les moderniser et à les rendre attractifs à un nouveau public, ce public de jeunes qui ne fréquentent pas forcément les musées, mais qui sont très présents sur le web. Et donc, par rapport à la table ronde précédente, il nous paraît très important de pouvoir favoriser la présence des musées, de leur savoir, de leur collection sur le web, autrement que par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les musées s'en sont emparés pendant la crise. Maintenant, il y a une seconde étape. Et c'est pour ça que nous pensons tout à fait important que les directions régionales des affaires culturelles soient moteurs auprès des musées, auprès des ministères, auprès des universités sur
sur cette présence sur le numérique de tous les musées. Ceux qui sont dans les zones urbaines denses, ceux qui sont dans les zones urbaines moyennes, et surtout dans les musées, et encore plus, je dois dire, pour les musées qui sont en zone rurale. Il ne faut pas oublier tous ces musées qui font un véritable réseau sur toute la France et qui sont des petits musées, parfois grands musées grâce à leur collection. Donc, nous attendons les directions régionales des affaires culturelles sur un nouveau rôle qu'elles doivent jouer auprès des musées. Elles doivent se renforcer au niveau des moyens humains. Elles doivent soutenir une politique de formation à ces nouveaux moyens numériques. L'État doit conventionner avec tous les musées sur ces nouveaux enjeux et mettre les moyens nécessaires à ces enjeux. Merci Sophie Cazé. Nous entendons... C'est le message de la... Merci, bien reçu. Nous entendons à travers votre intervention que vous sollicitez bien sûr l'État, quant à la réponse aux questions que vous soulevez, mais aussi d'autres formes de partenaires qu'on n'avait pas évoquées jusqu'à présent, qui sont les partenaires sociaux et les partenaires numériques. Je sais que beaucoup de nos collègues ici présents réfléchissent à une troisième voie des musées, comme il y a eu une révolution dans les bibliothèques de troisième lieu. Certains de nos collègues, dont les musées de Marseille, j'en profite pour saluer notre directeur des musées de Marseille ici présent, Nicolas Miséry, réfléchissent à ces musées comme un troisième lieu qui intégrerait tout ce que vous venez de soulever. Donc, entre l'action de l'État, les partenaires sociaux, numériques, ces évolutions attendues ou pas, mais en tout cas questionnantes des troisièmes lieux. Monsieur Multon, vous avez quelques pistes ? Alors, je ne vais pas prendre la parole pour la ministre sur ce point, mais vous ouvrez des pistes et des réflexions importantes. Alors d'abord, merci à la représentante de l'association des maires de France, parce que évidemment ce dialogue, je le disais, entre les services de l'État dans leur ensemble, de l'administration centrale au service déconcentré, il est essentiel. La ministre Bachelot nous avait demandé de créer des conseils locaux des territoires pour la culture. Nous l'avons mis en œuvre en DRAC, où tous les niveaux de collectivité sont représentés à travers les associations d'élus. Pour notre part, dans les Hauts-de-France, je vais partir de mon point de vue, nous avons, avec la plupart des métropoles et des grandes villes, créé des bilatérales à 180 degrés en 2021, et avec 3 des départements, de façon à ce que toutes les équipes de la DRAC, c'est-à-dire les équipes du patrimoine, les conseillers en charge du spectacle vivant, dialoguent avec les partenaires publics au niveau politique. Ça, c'est un point qui est important. Et qui me semble essentiel. Alors, vous parlez de moyens humains, il faut évidemment mesurer ce point. Les directions régionales des affaires culturelles, au fil du temps, ont dû se réorganiser. Je l'ai appris à mes dépens quand j'ai pris mes fonctions. Elles ont été... il y a un effet de la loi NOTRe, évidemment. Il y a un changement lié à la création des nouvelles régions. Certains rapprochements ne se sont pas très bien faits. Je ne vais pas dire qu'en Hauts-de-France, ça a été très facile. Quand j'ai pris mes fonctions en 2020, c'est plutôt mon prédécesseur qui avait acquis ce point. Donc il y a des logiques de travail qui sont différentes et qui m'amènent à poser la question des publics et de ce que vous soulignez, c'est-à-dire le dialogue avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a un temps de dialogue, c'est le pass culture. L'éducation culturelle, elle est au cœur des missions de la DRAC et les musées y participent en accueillant des groupes scolaires ou dans le temps périscolaire. Il se trouve que Françoise Misten, grâce à Blandine Charan, qui était présente, m'avait confié un rapport sur le plan mercredi, sur le temps de ce mercredi où on a des centres de loisirs, des centres sociaux. J'avais d'ailleurs très largement concerté à l'époque avec les associations d'éducation populaire, avec l'éducation nationale. Et donc cette question du dialogue avec l'éducation nationale passe d'abord par nos outils pérennes, les contrats locaux d'éducation artistique. Donc la mission qui est celle de mes équipes, c'est de les déployer, de les accroître, d'avoir un temps d'échange avec les collectivités signataires, souvent avec une porte d'entrée qui est l'intercommunalité, et l'État. Et puis intervient évidemment le choix du gouvernement de porter le pass culture. Alors
là je suis dans mon rôle de le dire et je porte aussi le point, je pense que aujourd'hui, pour la part collective qui est en train d'être mise en œuvre de la 4e jusqu'à la terminale, et le président de la République l'a annoncé à partir de la 6e, il faut que les musées s'emparent de cela. Alors, beaucoup, évidemment, vont dire c'est la gratuité, mais c'est aussi la découverte de nos métiers, de vos métiers, les découvertes du montage d'une exposition, les découvertes du fonctionnement d'une réserve. Je pense qu'aujourd'hui, ce point, il est important parce que l'État met beaucoup de moyens dans ce dispositif. Nous travaillons en DRAC à partir du Vademecum qui a été produit, à faire converger les dispositifs pérennes, dont plusieurs bénéficient dans les Hauts-de-France. On a 71 EPCI sur 91 qui ont un contrat avec l'État, de toute nature, contrat culture-ruralité, contrat local d'éducation artistique. Et donc, on est en train de travailler avec des résidences d'artistes en milieu scolaire, parfois des résidences d'archéologues, parfois des résidences d'architectes, parfois de journalistes, puisqu'on axe beaucoup le travail sur l'éducation aux médias et à la formation. Et de ce fait, on a une capacité, avec la part collective, en rapport, il y a une commission qui se réunit tous les mois, que la rectrice préside et moi en alternance, pour faire que l'offre, qui est sur un logiciel qu'on appelle Adage, soit le plus en cohérence possible avec les attendus et l'exigence. Je prends l'exemple de Creil, qui est éloquent, et du château de Chantilly. J'ai vu qu'il y avait un représentant. Les gamins du plateau de Creil, ils ne vont pas au château de Chantilly. Le constat du recteur a été fait. Moi, j'ai fait le même constat. Or, à Creil, on a un dispositif, un CLEA, qui marche extrêmement bien. Et donc, le but a été de consolider dans la part collective le fait que, dans l'algorithme, on ait la possibilité de faire monter un certain nombre de patrimoines de proximité, patrimoine monumental, patrimoine archéologique, collection muséale, de façon à faire travailler et faire en sorte que les référents culture que nous réunissons travaillent. Donc, le dialogue, madame, avec l'éducation nationale, il est permanent. Certes, on n'a pas toujours les mêmes attendus sur le choix, le répertoire des compagnies, artistes, ateliers, lieux de culture qui seront dans Adage et qui seront à la main des référents culture, des chefs d'établissement dans le cadre du Pass Culture. Donc j'en profite pour vous le dire et pour lancer cette demande. Prenez la tâche de vos directions régionales des affaires culturelles pour faire des propositions qui peuvent être tout à fait modestes, singulières, mais qui, pour la part collective, sera essentielle pour découvrir les métiers du patrimoine et les métiers des musées. Je pense qu'il y a là une possibilité de dialogue. Et pour répondre à l'enjeu numérique, je voudrais signaler le fait que le ministère de la Culture et ses services déconcentrés ont lancé l'appel à projets numériques innovants, le fameux ADNI. En Hauts-de-France, il est doté de 300 000 €. Beaucoup de musées de France en ont bénéficié pour des visites virtuelles, pour des photogrammétries, pour des visites de sites, parce que beaucoup d'entre vous sont parfois dans des lieux classés ou inscrits monuments historiques. Donc il y a le double dialogue entre la collection et le bâtiment, et l'écrin, le monument, y compris l'architecture contemporaine remarquable. Je regarde Sophie, à Dunkerque. Et donc, évidemment, ce point, il est important parce qu'il permet d'avoir un appel à projet ouvert à tous les champs disciplinaires et au monde des musées notamment, qui permet d'avoir une visite 3D, de découvrir un objet de collection sous différents angles qui n'est pas possible. On a parlé d'accessibilité au musée des Beaux-Arts. Je pense que le numérique offre des perspectives et cet appel à projet existe, il est doté, il est porté au sein des services déconcentrés de l'État et il s'inscrit dans la stratégie numérique du ministère. Il informe surtout la pleine connaissance des collections, je pense aux collections archéologiques par exemple, qui peuvent être déployées dans ce cadre et contextualisées à travers l'outil. Mais on peut, à travers d'autres outils, le mettre en exergue. Vous signaliez petit et grand musée, on a évoqué la question des échelles tout à l'heure, des EPCI. Je pense que les services de l'État ont à cœur, en tout cas c'est mon souhait, d'avoir une pleine attention à tous les niveaux de collectivité. Et souvent, avec la médiathèque et la bibliothèque, dans des EPCI en zone rurale, le musée est un service public de proximité. Je pourrais citer quelques exemples que j'ai en tête et j'en vois dans la salle. Donc évidemment, le rôle du musée dans le rapport des services de l'État au territoire et dans la dynamique culturelle territoriale, il est souvent essentiel. Et j'ai cité l'été culturel, où on pouvait accueillir des équipes circassiennes, des compagnies, des spectacles, pendant la période estivale, autour d'une logique touristique également. Merci. Nous entendons avec plaisir la volonté de l'État d'agir en tant que stratège à 15 ans. C'est votre précédente intervention, de façon à accompagner les musées. Nous entendons aussi
l'implication de plusieurs strates de l'État avec leurs outils, l'éducation nationale qui est quand même un poids lourd et qui devrait être un poids lourd en tout cas dans cet accompagnement. Mais nous sommes cependant là dans un périmètre tout à fait hexagonal. Or, que ce soit en termes scientifiques ou économiques, on le voit notamment avec les développements des grands musées hors de nos frontières, mais aussi la potentialité d'obtenir ces mêmes financements au rebours en France, n'y a-t-il pas là un axe qui devrait s'imposer davantage aux musées et une approche plus ouverte du côté de l'État pour accompagner ce développement international vers l'extérieur et de l'extérieur vers nos musées? Actuellement, on le sait, chaque musée se débrouille comme il peut pour entrer dans un réseau international. On peut citer Frame, mais qui est extrêmement, cadré. D'autres tentatives sont faites. On a l'impression que chacun réinvente au niveau de son musée, de sa collectivité, une relation internationale qui pourrait être prise plus globalement en charge pour aller plus loin, en tout cas dans les attendus. Alors, l'international, c'est d'abord les collections. Il y a des collections qui ont trait qui permettent un dialogue avec le monde. On a parlé hier, je crois, d'interculturalité à travers la question des restitutions, à travers l'exemple du château-musée de Boulogne. Le principe, évidemment, est celui d'abord des logiques historiques de la collection, des entrées en collection, de la capacité de faire dialoguer le local et le global, des stratégies touristiques dans lesquelles vous vous situez, de la capacité également à faire une médiation en plusieurs langues. C'est un enjeu important dans cette région, notamment parce que nous avons un enjeu transfrontalier très fort avec le public belge, hollandais, avec les Britanniques. Et c'est la capacité également à construire des relations alors, qui viennent un peu en collision avec la question des grands prêts et de l'éco-responsabilité. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-on penser les grandes collections en faisant le tour du monde, en utilisant un bilan carbone c'est un sujet qui doit être débattu, je pense, entre vous, entre professionnels des musées. Ça l'a été ici même à Lille, ça l'a été dans des questionnements sur les musées, sur évidemment la possibilité d'emprunter outre-Atlantique, de faire circuler en Asie, avec les questions liées à la sécurité des collections, d'abord, à la question du bilan carbone, et en même temps à la capacité d'ouvrir à des métiers, à des pratiques. Je pense que vous voulez m'amener là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une très grande diversité à l'échelle européenne et mondiale. L'histoire récente mondiale de Christophe Pomian sur les musées nous l'apprend, de ce qu'est évidemment l'histoire de nos musées, l'histoire des institutions. En Italie, je le rappelais hier dans un premier échange qu'on a eu ensemble, le gouvernement avait fait appel à un concours international pour recruter dans ces grands établissements, musées, monuments, la Reggia de Caserte, les Scuderie del Quirinal, etc. Il y a des réseaux constitués de collections, vous parliez de Frame, des réseaux liés notamment aux grands collectionneurs américains pour l'impressionnisme. Il y a des réseaux internationaux qui ont trait sur les musées de culture et civilisation, et notamment autour de l'archéologie, des réseaux scientifiques et savants. Je pense au monde celte, par exemple, où il y a des réseaux européens très structurés, très constitués. Donc je pense que c'est une carte très importante qui passe à la fois par la politique des publics, la politique scientifique, et peut-être cette question de la logique de recrutement sur les très grandes institutions qui peut se poser avec des modèles qui sont assez différents. On l'évoque avec les levées de fonds, les amitiés pour un certain nombre de musées. Je pense que beaucoup de collections interrogent ce rapport à l'autre, ce rapport à l'altérité, les collections ethnographiques, les collections qui regardent vers le monde. C'est aujourd'hui une question assez forte portée à travers la question de la réconciliation des mémoires. Mais au-delà de cette question, je pense qu'il faut d'abord partir des collections. Sur les profils, c'est un sujet très sensible. Bon, moi, je ne m'hasarderai pas là-dessus. Mais je citais l'exemple italien parce que ça avait marqué. Il y avait plusieurs débats. La presse s'en était emparée avec une sorte de concours international ouvert assez largement. Et il y a d'autres pratiques et d'autres usages. Vous les connaissez bien, vous pouvez en parler. Absolument. Nous connaissons aussi certains de nos collègues qui ont fait une belle carrière à l'international, notamment Paul Lang au musée de Strasbourg, qui, après de longues années au musée national du Canada, nous est revenu riche de son expérience et de son regard différent, et avec quelques bonnes recettes qu'il essaie d'appliquer, pas toujours avec bonheur, mais enfin pour l'instant, ça devrait se remettre en ordre, on espère.
Ce que je vous propose, Sophie Cazé, Hilaire Milton, si vous en êtes d'accord, qu'on fasse quelques minutes d'échange avec la salle sur ces sujets que vous venez, qui sont source certainement d'inspiration, mais aussi de questions et de témoignages, sans doute. Donc, j'ouvre la parole. Oui, monsieur ? Et essayez simplement son micro, je pense que ça devrait fonctionner. Ah, c'est autre chose. Mais, voilà. Oui, une remarque. C'est épouvantable. Comment ça, c'est épouvantable ? C'est une liaison intermittente. Je n'ai pas un dixième des échanges. Ah pardon, oui, mais soudain c'est loin. Allez-y. Bon, une question et une remarque à M. Pénicaud. Effectivement, la mutualisation, notamment au travers des intercommunalités, j'en suis un témoignage, est une tendance de fond. Simplement, il faut noter que la compétence culture est une compétence optionnelle des intercommunalités et que ça crée une fragilité pour certaines de nos institutions. Une commune ne peut pas ne plus être propriétaire de ses collections. Par contre, on a vu, c'est le cas de Berck-sur-Mer, un musée faire l'aller-retour, commune, interco, et de nouveau communes, avec effectivement cette insécurité juridique concernant la propriété des collections qui a été tranchée grâce à Yannick. Il y a un arrêt, je crois que c'est du Conseil d'État ou de la Cour de cassation à ce propos qui est intéressant. Mais bon, évidemment, l'État est là pour sécuriser et pour accompagner ces transitions. Monsieur Multon en témoignera en ce qui nous concerne. Simplement, effectivement, souligner cette relative fragilité des questions intercommunales qui n'ont que une grosse vingtaine d'années. Bien. Oui, alors, en fait, moi j'avais prévu d'intervenir, mais Pierre Pénicaud, en tant qu'inspecteur, a fait ce rapport tout à fait remarquable et qui pose un diagnostic sur les questions de mutualisation, avec les enjeux sur les métiers des musées, sur l'instabilité juridique. Et je voudrais souligner, et c'est dit dans le rapport, que dans d'autres champs de la politique ministérielle, je pense au domaine du livre, au domaine des conservatoires, et souvent c'est l'entrée de l'État dans la contractualisation de l'EPCI. C'est assez consolidé, alors qu'on a une mosaïque, un manteau d'arlequin dans le secteur des musées, qui, comme vous l'avez dit, quand il y a des allers-retours, des aléas politiques, disons les choses, Berck-sur-Mer, Christine, vous allez apprendre, Berck-sur-Mer et la Côte d'Opale, c'est un monde. Évidemment, ces questions d'incertitude créent, l'exemple que vous illustrez, c'est évidemment la communauté d'agglomération des Portes du Hainaut, et il est intéressant parce qu'on porte un projet de réserve, justement parce qu'il y a eu le portage par le PCI. C'est-à-dire qu'en termes de conservation, de logique scientifique, de cohérence, alors qu'il y a une très grande disparité entre les composantes multiades dont vous avez la responsabilité, ça a permis de créer ce point. Cette extrême hétérogénéité, il faut jouer sur les échelles, Pierre l'a rappelé, agglo, les communautés urbaines, les communautés de communes, sachant qu'aujourd'hui, le bloc communal a peu transmis aux EPCI. Il y a quelques exemples, mais ça reste très fragile. Le bloc communal reste majoritaire et dominant. J'ai quelques exemples en tête. Je pense au Trésor de Vix, au musée du Châtillonnais, qui doit être l'agglo, je crois. Oui, la communauté de communes, pardon. Mais, Élan. Mais le bloc communal reste dominant à 60%, je crois. Et en son sein, le transfert aux EPCI de petite taille, communauté de communes notamment, est peu marqué. En revanche, pour les conservatoires, pour les médiathèques, et nous poussons, nous, ministère de la Culture, dans le cadre des contrats territoire lecture, ce qui fait que ça vous amène à être en hiatus parfois, par rapport à des politiques publiques. En ce sens que nous, on pousse les élus communautaires à aller et c'est pas toujours facile entre les villes-centres et les
les autres composantes. Je me situe là plutôt à l'échelle des communautés de communes pour les contrats territoire lecture, entre une ville-centre à 10-15 000 habitants qui a une médiathèque et des bibliothèques associatives. C'est le très gros travail des conseillers livres, et c'est vrai que les musées viennent intervenir avec une logique qui est souvent différente, et les risques juridiques qui sont soulevés en matière de questions de propriété, sur lesquels il y a eu un arrêt du Conseil d'État, effectivement. Merci. Avant de prendre une autre question, j'avais moi-même une question à la lumière de ce que j'entends. Est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que l'ensemble des partenariats est un marqueur du projet même et du développement d'établissements? Il faut donner la parole à la salle. La parole est absolument donnée à la salle. La salle est muette. Stupéfaite. Oui, on fait une table ronde un peu différente, nous. Vous voyez ? Vous avez remarqué qu'on a répété. Hein. Bien. Donc, exactement. Absolument. Merci. C'est le b.a.-ba du... Pardon. Je vais dire, c'est le b.a.-ba d'un conservateur. On commence par savoir avec qui on va travailler et avec qui on va pouvoir mettre des réseaux, développer certaines choses, etc. Eh bien, je vous souhaite de diffuser cette bonne parole à l'ensemble des jeunes conservateurs récemment arrivés dans les musées, de façon à ce que nous, collectivités, nous ayons le bonheur de comprendre et de suivre cette trajectoire lancée par les PSC. Juste pour dire très vite, avec de la part d'une encore plus vieille routière, et en raccord avec aussi la première table ronde, j'ai été longtemps au bureau d'Admical. La première chose qu'il faut dire à un mécène, c'est pas son projet, c'est comment on va le traduire pour qu'il l'intéresse. Et la deuxième chose sur les réseaux, n'oubliez pas celui de l'ICOM, il est vraiment très utile et très bien fait. Pendant 40 ans, il m'a beaucoup appris. Tout à fait, merci Daniel. Il y a deux questions. En fait, il y a deux personnes qui demandaient la parole. Ah, on ne voyait pas, pardon. Qui ? J'y vais. Merci Christophe. Bonjour à tous. Comme ce n'est pas une table ronde comme les autres, Hilaire, je vais poser une question qui aurait été presque plus pertinente encore hier. Nous étions ensemble, mais nos temps de parole font que M. Schwartz et M. Personnaz étaient partis. Mais cependant, ça va rebondir sur plusieurs choses que tu as dites tout à l'heure, Hilaire. Je voulais attirer l'attention, il est vrai aussi que je vais vous quitter à la mi-journée, donc j'en profite, sur 3 problèmes qui me semblent être d'ordre statutaire dans nos filières. La première d'entre elles, c'est pas un ordre, c'est l'ordre qui me vient. La première d'entre elles, c'est que les attachés de conservation aujourd'hui inscrits sur liste d'aptitude n'ont plus de formation. Je pense qu'il faudrait vraiment sensibiliser les élus au fait que ce temps de formation, au moment de leur prise de fonction, représente pour eux justement cet atterrissage possible dont vient de parler Blandine à l'instant. Et je pense qu'un DRAC est vraiment le plus à même de pouvoir aussi jouer d'intermédiaire pour sensibiliser les élus au bien fondé d'une formation, pour ne pas que les attachés de conservation, dont on a finalement paradoxalement assez peu parlé depuis mercredi, soient, entre guillemets, lâchés dans la nature, comme ça arrive à certains d'entre eux qui sont très jeunes lorsqu'ils sont lauréats de leur concours, qui sortent de leur cursus d'histoire de l'art ou de médiation culturelle, et boum, brusquement, c'est la vie vraie, et souvent en chefferia d'établissement. Et c'est pour ça, c'est pas que j'aille du moins important au plus important, mais que je suis le fil de ma pensée en disant qu'une autre question qui a émergé de plusieurs discussions ces derniers jours, c'est la question de l'évolution de carrière des conservateurs territoriaux. Maintenant, moi, je suis plus territoriale, mais lorsque j'étais en collectivité territoriale, il était encore possible de devenir conservateur en chef sans être chef d'établissement. Aujourd'hui, c'est un verrou dans beaucoup de villes. Ce n'est pas une règle, mais c'est une façon de faire qui bride beaucoup nombre de collègues, qui empêche éventuellement qu'ils restent stables sur une collection dont ils sont devenus des spécialistes. Et l'on sait bien que beaucoup de musées de région ont des collections à la mesure des responsabilités, y compris des responsabilités d'équipe sans être chef d'établissement, qui relèvent tout à fait de ce qui est normal en évolution de carrière et donc en évolution de salaire aussi, et qui est le conservateur en chef. Et bien sûr, la dernière étape, le dernier étage de la fusée, Hilaire, tu parlais il y a quelques instants des chefs d'établissement, des très gros dispositifs. Et évidemment, c'est un vieux serpent de mer, mais pourquoi ne pas enfourcher à nouveau ce cheval de bataille et convaincre les élus
qu'un conservateur général du patrimoine, qui finalement n'est pas non plus payé le quadruple de ce qu'est payé un conservateur en chef, restons calmes, est un grade qui doit pouvoir correspondre à la direction des grands établissements de région, qui sont, M. Girvaud l'a rappelé, des dispositifs de rang internationaux quant aux collections dont ils ont la charge et la responsabilité, qui sont les collections des collectivités territoriales, donc des collections publiques. Voilà, pardon d'avoir été longue. Hilaire, Milton ? C'est moi qui dois répondre. Non, on a deux niveaux de réponse. Les sujets statutaires, moi je suis un peu gêné parce que c'est quand même, j'espère que ça a été soulevé auprès de il y a un sujet d'abord DGAFP, sujet général sur la fonction publique. Il y a quand même il y a l'autonomie, les garanties que peut apporter l'État sur le niveau d'exigence. J'entends cette question, mais il y a la libre administration des collectivités territoriales. Donc, sur la question de la formation des attachés, ça, à la prise de fonction, évidemment, d'un jeune collègue qui a suivi un parcours d'études en histoire de l'art ou en médiation, dans le dialogue qu'il y a entre la collectivité et le conseiller musée, je pense que l'exigence de formation, elle est à tous les âges de la vie et dans toutes les fonctions publiques. Je pense qu'il faut le rappeler, il faut l'entendre, y compris en l'appliquant à nous-mêmes et à nos services. Donc ça, c'est un point qui est à évoquer. Je pense d'ailleurs, il y a un versement, je crois, régulier auprès du CNFPT des différents niveaux de collectivité qui participent. Mais évidemment, c'est un des points. Sur le reste, évidemment, la question des verrous pose le rapport de l'État aux collectivités, qui s'est posé dans différents cas depuis que j'ai pris mes fonctions. Et il nous est souvent rapporté les contraintes globales qui pèsent sur la masse des ressources humaines et les exigences qui vont avec la typologie des collections qui est placée sous la responsabilité des conservateurs territoriaux dans chacun des musées et parfois même avec des responsabilités plus larges, comme on l'a vu tout à l'heure, de direction du patrimoine ou de responsabilité sur les bâtiments ou sur un certain nombre de réseaux. C'est la question du rapport politique, c'est-à-dire de la confiance. Qu'est-ce que fait un représentant de l'État en région ? C'est d'abord de gagner, je crois, la confiance de ses partenaires et des élus, d'avoir une parole et si possible, de ne pas la reprendre et d'être crédible vis-à-vis de cette parole. Plus on est dans ce dialogue et cette crédibilité, plus on est en situation d'attendre, notamment pour les très grands équipements, ce qui vient d'être évoqué, l'exigence de conservateurs chevronnés qui sont au terme de leur carrière avec leur chef ou le généralat. Donc, attention, moi je suis très vigilant aussi à la question de l'autonomie. Nous n'assurons que le contrôle scientifique et technique, l'application des normes réglementaires. Ça suppose un temps d'échange. Pour être tout à fait clair et pour répondre aussi à l'enjeu des conseillers musées, c'est vraiment au niveau des directions, évidemment, que se négocie ce genre de choses. Et ça, c'est une question de hiérarchie et de temps par rapport aux différents enjeux qui peuvent se poser. Je dois dire que pour les très grands équipements, les grands musées en région, l'État, les services de l'État, que ce soit la DGPA, et on a un dialogue très fluide, ou les directions régionales, nous sommes associés. Les choses se font, sauf cas particulier. En tout cas, dans cette région, il n'y en a pas eu à en signaler. Mais peut-être vous pouvez compléter sur les questions d'information. Oui, absolument, sur les questions de la collectivité, des collectivités. De fait, la formation, c'est le sujet dans les collectivités. Qui n'a pas vu un conservateur en chef nommé après X années de carrière, le seul critère étant son ancienneté même. Nos musées, la plupart du temps, rencontrent ce genre d'écueil, ce qui est un vrai défi pour les directions de musées, ça va sans dire, et pour le musée lui-même. Donc je pense qu'il faut que nous, collectivités, nous revoyions cette question de nomination à l'ancienneté qui n'est pas du tout en accord, en tout cas, avec les contrôles scientifiques et techniques voulus par l'État, ou en tout cas à l'ancienneté accompagnée d'une formation qui soit validée à un moment quant au niveau scientifique et technique. Je pense qu'il y a là un énorme travail à faire du côté des collectivités et de l'État pour accompagner les collectivités dans ce sens-là, de façon à ce qu'on n'ait pas deux systèmes d'évolution parallèle qui fait qu'à un moment, ça ne se rencontre pas et qu'in fine, ce soit le service public qui en pâtisse. Voilà, ça c'est du côté des collectivités. Voilà. Si vous le voulez bien, encore
Une dernière question, après nous allons devoir clore cette table ronde. J'ajoute un point très rapidement pour dire que l'accueil des étudiants de l'INP qui font le stage obligatoire, c'est formidable en DRAC. C'est un moment extrêmement formateur, que ce soit dans les services des monuments historiques, dans les services des musées ou au service régional de l'archéologie. C'est un moment où les jeunes collègues, les futurs collègues conservateurs apprennent ce qu'est le rapport de l'administration territoriale avec les partenaires publics, avec les collectivités. C'est extrêmement important et nous, on en accueille 3. Là, donc, Une dernière question ? Oui, alors j'ai une question, je sais. Alors je change complètement de sujet, je me pose une question. Je ne suis pas de ceux qui nient la crise climatique et les besoins de faire attention, etc. Clairement. Mais est-ce que les musées, j'ai entendu, vous parliez du bilan carbone. Est-ce que les musées sont vraiment très producteurs de carbone et est-ce que tout ce qu'on entend dire, on en vient à une espèce, je trouve, une espèce d'hystérie, et d'autant plus que je rebondis par rapport à hier, je ne sais pas si la régisseuse du Louvre est ici, mais enfin, les musées parlent d'économie carbone, et puis on a fait quand même très récemment, et dans cette région-là, les réserves du Louvre à Liévin, entre le Louvre et Liévin, les allers-retours, etc., au point de vue bilan carbone, c'est quand même pas formidable. Donc il y a un paradoxe à la fois de vouloir faire attention au bilan carbone des musées, et puis de faire ça. Et puis deuxièmement, c'est quand même pas, malheureusement, je le regrette le premier, mais c'est pas les quelques économies carbone des musées qui vont sauver la planète, je le crains. Donc est-ce qu'il n'y a pas une hystérisation de cette question-là pour les musées ? C'est une question. Je n'ai pas de réponse de mon côté. C'est une question ouverte, très ouverte. c'est toute la société qui est convoquée. Enfin, je crois que c'est un des éléments. Le cœur d'un musée, je l'ai expliqué, c'est dans la loi musée, c'est les collections et les publics. Ensuite, nous sommes toutes et tous, je pense, convoqués à cette responsabilité. Et c'est un des éléments. On ne va pas conditionner les aides, le soutien aux restaurations, aux collections, sauf décision de notre ministère. Je ne pense pas qu'on en est là sur cette question-là. Il n'empêche que c'est un sujet de réflexion, parce que, évidemment, une grande exposition internationale convoque des déplacements longs. Je l'ai évoqué, voilà, les musées comme d'autres, en réalité. En tout cas, ça fait partie de la politique générale, sans qu'il y ait de conditionnalité à ce jour, et en dialogue d'ailleurs avec les différents partenaires qui fondent la politique. C'est une question sur les prêts, sur la mobilité des publics qui s'interroge pour tout. C'est aussi les services publics des transports. Enfin, c'est une question qui convoque l'ensemble des engagements européens. Voilà. Merci beaucoup, Hilaire Milton. Merci à Sophie Cazé pour son intervention à distance et merci bien sûr à l'EGCCPF pour avoir soulevé ces questions ô combien importantes.